En novembre 2010 sort un jeu qui a la lourde tâche d'arriver juste après donc MW2. MW2, on l'avait vu un petit peu dans mon podcast précédent, a mis la barre très très haute. Et à tel point que beaucoup de joueurs à la fois attendent le Call of Duty suivant, mais en même temps se disent que ce sera difficile de faire mieux et auront probablement l'intention de rester sur MW2. Et alors, Treyarch, donc le développeur du Call of Duty qui sort cette année, donc de novembre 2010, nous propose un Call of Duty avec un tout nouveau nom, c'est-à-dire propose une nouvelle série en fait. Et en effet, donc le Call of Duty qui précédait chez Treyarch, c'était donc World at War, sorti en 2008. Et pendant 2 ans, donc Treyarch travaille sur un tout nouveau Call of Duty. Et je pense que depuis le temps, tout le monde connaît ce jeu, mais je le rappelle donc, c'est le premier Black Ops. Alors Black Ops donc se déroule dans un contexte de guerre froide, c'est-à-dire c'est ça comment dire, ça vient après la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'appelle en fait la guerre froide parce que c'est pas un conflit ouvert, c'est pas un conflit directement avec de la violence, avec des soldats qui vont s'affronter à l'arme. C'est plus un conflit presque, on appelle ça un conflit diplomatique. Et en fin de compte, dans ce contexte-là, pour faire rapidement le tour, le bloc Est avec l'URSS et le bloc ouest avec les États-Unis s'affrontent, notamment avec une course à l'armement. Et chacun essaye notamment de développer le plus possible les armes nucléaires. Chacun essaye d'être en avance toujours sur l'autre, avec notamment la course à celui qui arrivera en premier à aller sur la Lune, à celui qui inventera en premier telle ou telle chose. Voilà, donc c'est plus un conflit presque idéologique, mais avec quand même une menace qui est là, qui est bien présente, et présente notamment parce que il y a la menace donc de la bombe nucléaire. Voilà. Donc ce conflit, en fin de compte, se déroule, on peut dire, entre... alors le jeu, lui, se situe plus à partir des années 60, donc on va dire que c'est à peu près à ce moment-là, jusqu'à à peu près années 70, puisque notamment dans le mode histoire, il y aura des passages sur la guerre du Vietnam. Donc voilà, en gros, c'est à peu près pour resituer le contexte. Donc, ce qui est intéressant pour nous, les gamers, c'est que c'est un jeu qui est un parfait compromis, on pourrait dire, entre la Seconde Guerre mondiale, où les armes sont, on va dire, vraiment, je dirais pas archaïques, parce que ça reste des armes assez déjà très bien développées. Mais bon, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale, c'est des armes un peu au coup par coup, un peu à l'ancienne, voilà, très presque du fait main, on va dire. Bon. Et à partir des années 60, ça laisse le champ des possibilités à beaucoup plus de modernité. Donc là, on a des armes finalement qui, encore à actuelle, continuent de perdurer, quoi. C'est-à-dire, on va avoir par exemple la AK-47 pour les fusils d'assaut. On va avoir pour les pistolets le CZ-75, donc un petit pistolet semi-automatique qui est encore aujourd'hui, on va dire, une arme courante, hein. C'est quelque chose qui est assez classique. Euh, et puis, pareil, la technologie commence à être bien développée, donc il y a des choses, par exemple, on retrouve
Alors j'y reviendrai un peu plus après par rapport quand je parlerai des killstreaks, hein, mais le SR-71, qui est en gros une sorte de satellite envoyé en orbite et qui permet de détecter les positionnements ennemis. Enfin, voilà, c'est juste un petit avant-goût pour montrer qu'en gros, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup plus donc d'innovation et, euh, et du coup, pour le gameplay d'un jeu vidéo, ben, finalement, ça offre enfin beaucoup plus de sensations. Donc voilà un peu pour le contexte donc de Black Ops 1. Alors, comme je le disais un peu quand j'introduisais mon propos, la barre a été placée assez haut donc par MW2. Et il faut que Black Ops ou Treyarch trouve le moyen donc de. Il ne faut pas qu'ils reviennent trop en arrière avec la Seconde Guerre mondiale, mais à la fois ils ne peuvent pas se contenter de faire quelque chose comme Modern Warfare. Donc l'idée déjà de la période historique est assez intéressante donc, et elle va être, ça va s'avérer être payant en fait. Pourquoi? Parce que, ben, comme je vous le disais, le gameplay sera quand même, ça va être assez quand même intéressant, c'est-à-dire que ça va être assez nerveux pour un mode multijoueur, beaucoup plus qu'un jeu qui serait dans un contexte de guerre, de Première Guerre mondiale ou Deuxième, mais à la fois, ça va pas être non plus la parfaite copie de Modern Warfare avec un gameplay pour le coup euh, aussi nerveux qu'il n'a jamais été. Et en fin de compte, on a le droit, avec donc ce nouveau Call of Duty en 2010, à un jeu qui euh, est un bon équilibre en fait. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu plus lent, plus posé que Modern Warfare, mais, euh, mais tout en étant quand même assez dynamique. Donc finalement, la première case est remplie par les développeurs de Treyarch, qui est de proposer quelque chose de nouveau, mais qui reste quand même dans la lignée de ce qu'on a eu le plaisir de découvrir avec MW2, qui est donc un gameplay quand même adapté à un mode multijoueur, on va dire moderne. Donc les graphismes sont assez intéressants. En fait, si vous voulez, les couleurs sont... alors d'apparence, elles peuvent paraître un peu ternes, et effectivement, elles le sont un petit peu. Mais d'un autre côté, elles ne le sont pas autant que, par exemple, elles peuvent l'être sur World at War, où là c'était vraiment sombre. Et en même temps, elles sont pas aussi clinquantes que sur MW2. Donc voilà, donc en fait c'est un jeu quand même, on va dire un minimum coloré et avec une patte un petit peu terne, un peu froide, qui rappelle d'ailleurs un peu ce contexte de guerre froide, puisqu'on est dans les années donc 60 et ça colle bien avec l'image comme ça qu'on peut avoir de cette période avec les premières télés un peu en couleur, mais qui en même temps sont pas non plus optimales, quoi, on va dire. Donc voilà, pour ce qui est des graphismes, mais ça reste vraiment joli quand on prend le temps de les regarder. Il y a quand même, il y a aussi donc c'est peut-être pas du MW2, mais il y a quand même des beaux effets de lumière. Les lentilles des snipers sont vraiment bien modélisées avec des jolis effets de lumière. Enfin, si vous prenez le temps de regarder un peu pareil, le soleil qui se reflète sur le, le métal d'une arme comme la AK-47 notamment, on voit que c'est quand même, on voit qu'on est bien dans l'ère PS3 et on n'est pas revenu en arrière par rapport à ce qui a été fait juste avant. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un jeu quand même qui est donc assez équilibré. Donc par rapport aux maps, j'ai envie d'abord de parler des maps. Il y a dans ce jeu des maps qui vont devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des bangers, hein, donc des classiques. Alors en tête, on peut citer Firing Range, donc une map qui reproduit une sorte de camp d'entraînement
pour les soldats américains. Donc on peut voir sur cette map des jeeps qui sont donc on va dire un peu la voiture qui symbolise un peu tout ce qui est armée américaine, hein, une espèce de 4x4 avec un vert kaki très, bah voilà, qui fait bien militaire quoi, qui fait vraiment, qui colle bien à cette ambiance de guerre un peu. Et puis on sait aussi qu'on est en Amérique puisque on peut avoir sur cette map le drapeau des États-Unis qui flotte. Euh, donc cette map, elle fait partie des plus colorées du jeu. Euh, Comme il y a aussi parmi les petits détails à relever, des espèces de cibles en carton qui bougent d'ailleurs, qui bougent un petit peu comme ça sur la map, ce qui donne un petit côté assez animé quoi, et ça rajoute un peu à l'ambiance de cette map. Et on voit encore là qu'on est sur un camp d'entraînement donc. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore à propos de cette map? Donc, elle est vraiment intéressante parce que c'est une map où on peut, euh, elle est un bon mélange de tout ce qu'on peut attendre pour s'amuser dans un FPS, quoi. Au niveau de sa taille, elle est, elle est moyenne dans le sens où elle va pas être trop petite, mais elle est pas énorme, donc on a quand même du gameplay assez nerveux. On passe pas 5 minutes pour trouver un adversaire avec qui s'affronter. Et donc pour ces dimensions, c'est vraiment très un très bon point. Et puis elle est originale parce qu'elle est assez, vous l'aurez peut-être relevé, elle est assez circulaire en fait. C'est pas un rectangle comme on a l'habitude assez souvent, hein. Elle est un peu circulaire, c'est-à-dire que les respawns sont un petit peu tout autour de la map. Et on peut à la fois faire tout un tour, tout en trouvant du monde avec qui s'affronter. Et puis en même temps, on a des endroits un peu plus protégés dans lesquels on peut, je dirais pas camper, mais on peut garder une position et puis est-ce que après à l'adversaire d'être plus malin que vous en essayant de vous faire un petit peu de vous déloger de cet endroit. Alors par exemple il y a là une espèce de petite tour au milieu là c'est assez sympa avec la Jeep qui est juste en dessous là qui peut exploser à tout moment. Cet endroit est assez sympa parce que bon, on peut venir d'un peu partout. C'est pour ça qu'on peut pas parler de camp. Mais en même temps, c'est un petit challenge pour l'adversaire d'arriver à vous faire sortir de là. Et puis à la fois, si vous êtes dans cette tour, vous avez un panorama sur l'ensemble de la map, ce qui peut, euh, ce qui peut être assez sympa finalement, et puis assez innovant dans les Call of. Et puis donc cette map-là, par ailleurs, elle est assez. On retrouve un peu ce côté chez Black Ops avec des maps assez terre à terre, où on n'a pas non plus comment dire, des endroits un peu à la verticale qui seraient sur des hauteurs vachement, enfin très assez immenses, comme c'est un peu le cas sur MW2 avec notamment, je pense à la map avec ceux qui s'amusent à faire des trickshots. Quarry, voilà, sur la map Quarry au Brésil, qui est assez symbolique donc de toutes ces hauteurs qu'on pouvait avoir sur MW2. Euh, il y avait aussi la map Favela, où on retrouvait beaucoup ces dimensions un peu, enfin cette dynamique un petit peu d'un jeu à la fois au sol, mais on pouvait se mettre très en hauteur. Et Farine Range, on voit bien qu'elle est beaucoup plus à plat, avec des petits endroits un peu en hauteur, mais c'est assez limité en fait. Et ça, c'est bien parce que déjà c'est nouveau, donc ce qui est nouveau est toujours sympa. Et puis voilà, ça change un petit peu bah voilà, l'approche qu'on peut avoir du mode multijoueur, hein, avec je pense que ça donne un petit côté encore plus dynamique peut-être aux parties, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur cette fameuse map Fire in Range, donc qui est aujourd'hui qui est un classique, hein, qui a été reprise par la suite avec la map studio sur Black Ops 2 notamment. Autre map qui a marqué les esprits, je pense à Summit. Alors
Summit, elle se déroule dans un contexte plus enneigé, dans un endroit presque arctique ou polaire, quoi, avec une ambiance un peu froide comme ça. Donc ça, c'est agréable parce que si mes souvenirs sont bons, dans les Call of Duty qui précédaient, enfin, quoique s'il y avait deux trois maps sur NW2, notamment des rails, enfin, il y a eu des maps dans la neige, mais c'est pas quelque chose qu'on a eu trop l'habitude de voir, donc c'est une bonne chose qu'ils aient continué là, dans cette lancée. Donc Summit, alors elle, pour le coup, est un peu plus classique dans sa forme globale, hein, avec, on pourrait la représenter comme un grand rectangle, hein, avec trois couloirs, hein, couloir sur la gauche, enfin sur les deux extrémités, gauche-droite, et un axe principal. Et cette map, elle est vraiment bien aussi parce que elle offre un gameplay qui permet beaucoup d'approches. On peut par exemple un peu se la jouer espion, un peu, euh, un peu discret en essayant de surprendre ses adversaires en passant un petit peu sur les côtés, en allant en dessous et dans l'endroit principal, au milieu de la map, on peut un petit peu passer un peu partout par les fenêtres et puis essayer un petit peu pareil de déloger ceux qui seraient restés un peu trop longtemps dans cet endroit. Mais voilà, toujours dans un esprit bon enfant, sans que ce soit de la pure camp, hein. Et, euh, et puis on peut se la jouer un peu plus bourrin en fonçant dans le tas et puis ensuite peut-être en essayant de garder une position dans cette espèce de grand hangar au milieu. Donc voilà, et puis enfin vraiment, c'est des genres de maps où on n'a pas le temps de s'ennuyer finalement. Il y a de quoi s'amuser, il y a tout le temps un peu des duels qui vont, mais en même temps c'est pas trop explosif comme on a pu l'avoir sur. Je veux dire, c'est pas par exemple, c'est pas du Rust ou du Nuketown ou voilà, c'est équilibré. Donc autre map, voilà, assez emblématique de Black Ops 1. On pourrait parler encore de la map, alors laquelle je pourrais vous dire, j'en ai plusieurs qui me viennent. Alors, je pense notamment à Nuketown, mais j'ai essayé de voir si avant. Je vais vraiment vous parler là que des plus fameuses maps de BO1, mais admettons qu'on parte sur Nuketown. Donc, bah, écoutez, Nuketown, je pense que s'il y a une ou deux maps comme ça qui ont fait l'histoire de Call of, hein, et ben Nuketown est dedans à tous les coups, à coup sûr. Déjà, c'est une map qui a été euh, constamment reprise dans les, dans les opus qui suivront Black Ops 1, avec sur Black Ops 2 Nuketown 2025, ce qui tombe très bien, puisque maintenant, ça y est, on y est en 2025 d'ailleurs. Et à l'époque, on voyait ça en pensant, et à juste titre, que c'est vachement loin, c'est 2025, et puis bon, bah, aujourd'hui on y est, alors voilà, pour le petit clin d'œil. Euh, Nuketown qui sera reprise encore après sur Black Ops 3, dans un contexte beaucoup plus futuriste. Et puis j'en passe, hein, sur tous les Call of Duty qui suivent en Cold War, dans un contexte plus années 80 pour le coup. Voilà. Donc cette map, pour le coup, elle est... alors, quel est son contexte? En fait, c'est une map qui représente comment dire, elle se situe dans le désert je pense, de l'Ouest américain, type Arizona ou Nevada. Et en fait, ça reproduit quelque chose qui a vraiment existé, c'est-à-dire un endroit utilisé. On peut pas parler d'un camp d'entraînement, mais un camp, un endroit comme ça, très étendu, un peu ou euh, inhabité, on va dire, où l'armée américaine faisait des tests nucléaires en fait. Donc on peut le voir parce que sur cette map, on a le droit à des petits mannequins, voilà, des maisons qui sont plus ou moins des maisons factices, hein, elles sont faites de briques et de brocs, voilà. Donc tout ça pour faire des essais nucléaires. Et puis bon, euh,
On voit bien l'humour de Treyarch d'avoir renommé d'ailleurs cette map Nuketown, hein, Nuke comme nucléaire et Town, c'est la ville en fait. Donc la ville, voilà, des essais nucléaires. Et alors, comment cette map, comment la décrire? Donc déjà, elle est dans l'ensemble plutôt colorée, plutôt agréable à l'œil. Ça, y a pas de souci là-dessus. Elle fait partie, je pense, des plus jolies maps du jeu. Et pour le coup, alors elle est vraiment assez petite. Alors, c'est pas non plus la map de Code 4 dans l'espèce de hangar, hein. C'est une map, on va pas se foutre sur la tronche non plus tous les 3 mètres carrés. Mais elle est, en fait, elle est vraiment bien conçue parce que tout en étant petite, elle a tous les ingrédients à la fois pour que les parties soient pas non plus où on a l'impression qu'on est tous les uns sur les autres. On peut quand même adopter une certaine stratégie quand on y est. Alors on a donc les deux maisons qui se font face avec l'autobus en plein milieu. Et, euh, et donc les deux respawns hein, qui sont de part et d'autre de la map, hein, dans les jardins en fait des deux maisons. Et, euh, et puis des voitures sur les côtés où on peut à la fois se planquer, mais il faut faire gaffe à ce qu'elles nous pètent pas à la tronche. Donc voilà, donc faire vraiment cette map, c'est vraiment le genre de map où on peut aussi bien se faire démonter la tronche qu'on peut faire un véritable massacre. Euh, Admettons, vous prenez le space 12 silencieux. Si vous avez un peu de chance à la fois, mais que vous êtes malin dans vos déplacements et que vous enchaînez, je veux dire, vous arrivez vite aux 9 kills et hop, vous débloquez un Yui. Et alors là, vous finissez à 40, 45 kills sans trop de problème. Donc vraiment une map, voilà, je pense, si on débute sur le jeu, on se fait défoncer, il n'y a pas de souci. Mais si on a un petit niveau, eh ben là, c'est nous qui pouvons prendre le dessus sur nos adversaires. Et puis bon, voilà, la roue tourne, hein, dans la partie d'après, peut-être c'est nous qui prendrons très cher, et puis c'est comme ça, hein, voilà. Donc vraiment Nuketown, des super souvenirs. Et puis bon, comme je l'expliquais un peu avant, au début de ma description, map qui a été plus que reprise, donc on pourrait l'assimiler du côté de chez Infinity Ward. Pour moi, c'est du même calibre qu'un terminal. Voilà, c'est deux maps qui sont au-dessus du lot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors écoutez, bah après pour ce qui est des maps, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails sur les suivantes, mais j'avais quand même envie de vous citer. J'aurais quand même envie de citer euh, quand même des maps qui ont fait plaisir, qui nous ont donné beaucoup de plaisir, et sans pour autant être rentré dans les légendes, les maps légendaires de Call of. Alors, parmi elles, on peut citer Jungle. Donc voilà, Jungle qui, comme son nom l'indique, se déroule dans la jungle et plus précisément au Vietnam. Donc une map où c'est la végétation qui, qui prime, qui fait un petit peu l'ambiance de cette jolie map. Plutôt grande, sans pour autant être immense. Autre map Grid, qui elle aussi se déroule dans un contexte enneigé, qui pour ma part me plaît beaucoup. J'aime assez bien les maps dans ce contexte de neige, un petit peu façon URSS. Donc pareil, une map assez intéressante avec des blocs, on va dire, dans lesquels on peut s'infiltrer, surprendre son adversaire, ou au contraire essayer de garder sa position. Non, voilà, c'est pas une grid n'a pas forcément, par exemple, n'a pas été reprise ou n'a pas, je pense, marqué, voilà, tous les joueurs qui ont connu, mais voilà, enfin, elle mérite quand même qu'on en parle, qu'on la cite. Euh,
parmi les autres maps, il y avait Array, puisqu'on est dans la lignée des maps enneigées. Array, qui est parmi les plus grandes maps du jeu. Hum, qui est très intéressante, si on peut jouer notamment au snipe avec le PSG1 semi-automatique, et on peut essayer d'un petit peu ajuster nos adversaires en se mettant dans la grande tour. Voilà, bon, je rentre pas plus dans les détails. Euh, on a aussi la map Crackhead, qui fait encore la honneur au Vietnam. Donc finalement, voilà, on voit bien que il y a des, elle est enfin, ce jeu est original parce que l'environnement, le contexte quoi du Vietnam, n'a pas été utilisé jusque-là dans les jeux, surtout dans les FPS. Et du coup, c'est innovant quoi. Et du coup, c'est appréciable de jouer dans des décors dans lesquels on n'a pas l'habitude de jouer vraiment. Bon, par ailleurs, la map Crackhead, elle peut être bien en soi, mais elle offre trop de possibilités de se mettre dans des coins et recoins. Ou... Enfin voilà, si les gens ne jouent pas trop le jeu, on peut vite s'ennuyer, mais à mon avis, c'est une map qui peut être très intéressante dans des modes de jeu plus spécifiques, comme recherche et destruction, sabotage, enfin des modes un peu plus... où justement tous ces coins et recoins et ces abris peuvent être utilisés à bon escient et donner des parties beaucoup plus intéressantes qu'en MME, je pense. Donc voilà pour ce qui est de Cracked. Une map qui pour le coup est une map, on va dire, anecdotique. Alors pourquoi j'utilise ce terme? Non pas qu'elle soit... alors c'est une map qui est très sympa à jouer, mais hormis sur World at War où on avait eu une map qui avait cet atout dont je vais vous parler, on n'avait pas d'autres maps dans l'histoire de Call of qui, eh bien, j'en reviens au fait, qui se déroulait dans un contexte de nuit, donc nocturne. Et voilà. Et donc en fait, le fait, et d'ailleurs dans les Call of qui ont suivi, on n'a jamais, quasiment en tout cas, retrouvé une map comme ça qui se déroule la nuit. Et ça donne vraiment une ambiance très bah, originale et tout en restant assez jouable parce qu'il y avait les effets de lumière enfin la lumière procurée par la lune, la pleine lune. Là encore au Vietnam, puisque bon, comme son nom l'indique, Hanoï, je ne vous l'apprends pas, c'est la capitale de... Alors j'espère que je ne suis pas en train de m'auto-troller, comme on pourrait dire. Mais voilà, c'est, si ce n'est la capitale, une ville vraiment importante dans ce pays qui est le Vietnam. Ou bien peut-être le Cambodge, mais enfin, vous l'aurez compris, voilà, c'est là encore le contexte entre l'Amérique, enfin États-Unis et le Vietnam qui est illustré et auquel on a, bah, qui nous offre là encore une map dans un contexte original. Voilà. Alors si, il y a une dernière map dont on pourrait parler, qui est parmi les plus grandes maps de Call of Duty, hormis peut-être celle de Ghost, et en tout cas à tous les coups la plus grande map de BO1, et il s'agit de Crysis. Alors écoutez, bah, cette map, moi pour moi, elle m'a toujours fait penser que justement Crysis c'est vraiment c'est la crise, hein. C'est-à-dire que je crois que si je fais un ratio de 10 parties, je sais pas si je me suis amusé, on va dire une fois toutes les 10 parties sur cette map, parce que vraiment elle est vraiment trop grande. Je pense que c'est une map qui n'a pas été faite spécialement pour la MME. Bon, par ailleurs, elle est plutôt jolie. On a un contexte où on a la mer en fond. Et si je ne m'abuse, elle représente enfin c'est même sûr, vous allez me dire. Elle représente l'épisode de la crise des missiles de Cuba, qui en gros, pour la faire court, c'était un épisode de la guerre froide où les États-Unis avaient découvert que le,
que sur Cuba se trouvaient des missiles qui étaient armés et prêts à être activés à tout moment, déclenchés quoi, et le tout en direction des États-Unis. Donc Cuba, c'est pas loin de Miami notamment. Et cerise sur le gâteau, donc bon, Cuba étant allié avec le bloc soviétique, il s'agissait donc de missiles soviétiques de l'URSS. Et quand Kennedy et tout son gouvernement ont découvert ça, euh, ils ont tenté une attaque, une offensive sur Cuba pour en gros, bon, bah, on va dire, faire échouer un peu ce début d'opération. Et puis, je crois, bon après, je ne suis pas prof en histoire, mais il y avait pourquoi pas aussi une tentative peut-être d'attaque vis-à-vis de Castro. Enfin voilà, c'est un épisode qui a été très marquant. Et on dit que c'était la crise des missiles de Cuba parce qu'en fait, cette offensive a échoué. Voilà. Et donc, au-delà du fait que c'est une map qui n'était pas, on va dire, le top à jouer en MME, voilà, elle a participé quand même à donner à Black Ops 1 à donner Black Ops 1 sa patte et à bien représenter ce contexte de guerre froide. Et en plus, elle permet d'avoir un lieu, qui représente un petit peu. Elle est quand même originale finalement parce que elle ne se situe pas, on va dire, qu'en Amérique ou que dans des endroits un peu comme ça, très classiques, puisque bon, Cuba, fallait quand même y penser à faire une map là. Et la transition est toute trouvée parce que, heureusement que ça m'est revenu à l'esprit, j'aurais été déçu d'oublier de vous parler de la map pour moi mythique quand même. En tout cas, légèrement sous-cotée, qui n'est autre que Havana. Donc Havana, c'est quoi en fait? C'est la Havane en fait, c'est une ville, c'est la capitale de Cuba. Et on y retrouve notamment les fameuses voitures célèbres qui sont vraiment les voitures qu'on retrouve à Cuba. Sur cette map, on a des portraits de Fidel Castro avec des graffitis où sont inscrits par exemple Viva Fidel, enfin voilà, et puis des espèces d'affiches aussi un peu de façon propagande pour faire la propagande de la politique communiste et puis de tout ce que Fidel Castro avait mis en marche là-bas. Donc c'est assez impressionnant de voir ça dans un jeu vidéo et c'est assez clinquant. Et puis ça donne vraiment ça reste un jeu, mais vraiment on se plonge dans cette ambiance quoi quand on voit ce genre de petits détails. Alors cette map, pour le coup, est originale dans le sens où, en plus de son lieu qui est qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, donc je vous le disais, c'est à Cuba. euh, Elle est dans une forme qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est-à-dire elle est très allongée, on va dire un peu étroite, mais très longue. Et on est dans une rue de la Havane ou de Havana, quoi. On est dans une rue avec des bâtiments de part et d'autre. Et dans cette map, comment dire, si on a des déplacements assez efficaces, en passant par exemple dans les petites ruelles sur les côtés, en arrivant, je repense à l'endroit où il y avait la fontaine, et puis qui débouchait derrière sur une habitation qui elle-même débouchait encore sur le respawn. Et en fait, en ce qui me concerne, je trouvais qu'on pouvait vraiment, on pouvait si on l'appréhendait avec le space 12, en ajoutant au space 12 son silencieux, eh bien en fait on pouvait vraiment faire des gros massacres. Pourquoi? Parce que le spawn étant juste à côté de cette habitation dont je vous parlais,
les joueurs pouvaient arriver par là, et en se la jouant un peu filou, on pouvait cueillir ses ennemis avec, en ce qui me concerne, le space 12 et son silencieux. Et, euh, et une fois qu'on enchaînait les kills, et ben je vous le donne en mille, on débloquait son petit Yui, ou les chiens accessoirement. Et puis ben ensuite, hein, c'était le massacre assuré. Donc voilà, franchement Havana, très jolie map, des belles couleurs, un petit peu façon coucher des couleurs orangées, coucher de soleil, un petit peu une ambiance chaude et sans être trop tape à l'œil, mais en étant vraiment joli quoi. Alors, je pense que là on a à peu près fait le tour des maps. Euh, Si j'en oublie, vous pouvez me les donner dans vos éventuels commentaires. Je suis preneur. Mais je ne pense pas être passé à côté en tout cas des principales. Alors, sur Black Ops 1, euh, on a eu droit à des armes qui ont fait un petit peu pareil. Enfin, bon, c'est pas qu'elles ont fait l'histoire, mais du jeu, mais en tout cas, elles ont été dans la continuité des belles armes qu'on avait eues sur les Call of Duty précédents. Donc on retrouvait la fameuse AK-47, plus, enfin, aussi bien qu'elle n'avait jamais été. Alors, pourquoi aussi bien? Bah, je la trouvais très polyvalente. Alors déjà très bien modélisée. Qui plus est, si vous lui rajoutiez son joli camouflage en or, qui était ni trop clinquant, ni trop discret, hein, un joli camouflage en or. Et donc une arme, que je vous le disais, vraiment polyvalente, qui avait une belle efficacité aussi bien sur des conflits, enfin des conflits, des duels assez éloignés. Mais en même temps, elle pouvait être, si par exemple vous tiriez au jugé, c'est-à-dire sans appuyer sur L1 et sans viser à proprement parler, eh bien vous pouviez bien remporter vos duels sur des distances plutôt moyennes, voire un peu rapprochées. Et même parfois, si vous étiez assez efficace dans votre façon de jouer et de viser, vous pouviez même avec cette arme remporter vos duels avec un éventuel joueur en face qui jouerait avec par exemple une MP5K, une AK-74U, qui était l'équivalent de la AK-47, mais dans les SMG, ou moi j'appelle ça des mitraillettes, hein. Donc voilà, vraiment AK-47, moi un peu mon arme coup de cœur. Parmi les fusils d'assaut, déjà, il faut savoir que les fusils d'assaut sont vraiment tous dans l'ensemble intéressants. Pourquoi? Parce que vraiment, ils se complètent. C'est-à-dire que chacun a sa spécificité. Et donc, qui dit spécificité dit en fait un atout qu'on ne va pas retrouver sur une autre. Et inversement, si je vous donne un exemple, on avait la Enfield, arme américaine à la base, qui se débloquait assez rapidement d'ailleurs. Et cette arme était certes pas très puissante, mais par contre elle avait une belle efficacité par rapport à sa cadence, donc une cadence assez élevée. Euh, Elle était assez précise aussi. Et puis elle se maniait très rapidement, c'est-à-dire que on pouvait viser vite, on pouvait se déplacer vite avec, on pouvait recharger rapidement avec. Ouais, arme très maniable et un peu, on va dire, légère finalement. Mais du coup, on payait un peu tout ça avec une puissance modérée, voire un peu limitée parfois. À l'opposé de ça, on avait arme pour moi tout aussi classique que la AK-47, qui était la Galil, ou le Galil, selon chacun. Et cette arme-là était la plus puissante des fusils d'assaut. Alors pour le coup, c'était l'arme à choisir et à privilégier quand on se trouvait sur des maps un peu plus grandes, comme Jungle. Moi, j'aimais vraiment bien l'utiliser sur Jungle avec un petit silencieux. Là, c'était aux petits oignons. C'était vraiment impeccable. Et elle était à la fois précise, mais non, oui, elle était très précise.
Et on payait un peu cette précision avec une cadence, on va dire modérée. Voilà, c'était pas la cadence de la AK ou de la Enfield, mais elle offrait vraiment une belle précision et surtout, elle avait une portée incroyable. Ce qui signifie qui dit portée dit une puissance. Donc quand vous tiriez, vos balles conservaient leur puissance sur des distances vraiment importantes. À l'inverse de certaines armes qui, par exemple, vous tiriez et si l'adversaire se trouvait, on va dire, je sais pas, à une centaine de mètres, à partir de 80-90 mètres, on sentait bien que les dégâts faisaient vraiment plus grand-chose, quoi. Enfin, voilà, c'est le principe même de un petit peu des lois un peu physiques des armes, si on peut dire. Mais en gros, voilà, la Gali, elle offrait de manière générale, de toute façon, la puissance la plus élevée. Mais voilà, ça se payait au prix d'après de un petit peu, elle avait une certaine lourdeur. Je veux dire, si vous vous retrouviez avec quelqu'un qui était à 10 ou 15 mètres de vous avec une petite SMG, vous faisiez vraiment pas long feu parce qu'elle était un peu trop lente à mettre en marche, etc. Mais voilà, une arme qui en tout cas était très originale et je crois même que c'est une création des développeurs parce que je ne pense pas que c'est une arme qui existe autrement dans la réalité, quoi, dans la réalité. Donc vraiment génial. Et aussi une autre arme qui a dû être créée, je crois, par eux, par Triarch. Cette arme, je pense à la Commando. Une arme un petit peu coup de cœur aussi. Une arme un peu coup de cœur parce que elle avait un design vraiment bien pensé, avec ces fameuses lanières qui l'entouraient un peu de part et d'autre. Et puis une arme un petit peu avec des formes un peu arrondies, euh, vraiment polyvalente, un peu un compromis entre une arme comme la AK et 47 et la Galil. Euh, C'était une arme qui vous permettait un peu de vous sortir dans toutes les situations, enfin, de vous dépatouiller un peu dans toutes les situations et avec une belle précision. Et puis elle aussi avec le camouflage en or qui était vraiment très appréciable. Il n'y a pas de souci. Alors, pour ce qui est des fusils d'assaut, je vous ai parlé un peu des armes qui ont marqué peut-être un peu plus les esprits que les autres. Bon, et puis ensuite, il y avait des armes un peu plus semi-automatiques, hein, la FNFAL, la M16, la MK14. Bon, voilà, des armes. Si vous aimiez jouer avec des armes oui, c'est ça, semi-automatiques, donc au coup par coup, elles faisaient l'affaire, mais bon, personnellement, elles ne m'ont pas marqué outre mesure, hein. Je veux dire, j'aimais vraiment plus jouer avec vous l'aurez compris, avec la AK-47 ou bien la Galil. Hum, En ce qui concerne donc les mitraillettes, je voudrais simplement citer la MP5K, la AK-74U, et bon, ensuite il y avait des petites armes comme le mini Uzi qui était assez joli, bon voilà, c'était pas non plus. Et puis il y avait une petite arme assez cubique qui était vraiment sous-cotée, mais je faisais partie de ceux qui la sous-cotaient, et puis un jour je l'ai essayé. C'était voilà, ça me revient, la Mac quelque chose, Mac 11 il me semble, qui finalement, vous avez l'impression que c'était un pétard mouillé, et puis elle s'avérait vraiment une efficacité à l'inverse du bruit qu'elle faisait. Elle faisait un tout petit bruit vraiment qui payait pas de mine. Et en fait, c'était une arme, je vous la recommande si vous regoutez un peu à Black Ops 1. Vous verrez elle est redoutable. Et en plus, vous aurez une petite touche d'originalité parce que peu de joueurs l'utilisaient et ils l'utilisent encore peut-être moins aujourd'hui. Par rapport au fusil à pompe, ben écoutez, on avait du classique, hein, on avait un fusil à pompe, le Stake Out, si mon accent n'est pas trop, enfin, approximatif. Et donc ce Stakeout, c'était un peu le fusil à pompe qui en gros avait les ingrédients
pour être le plus efficace quoi de toutes les catégories. Enfin, c'était le plus polyvalent, il était puissant, une portée, voilà, ça reste du fusil à pompe, donc on n'a pas une portée énorme. C'est pas du KSG-12 de Black Ops 2, mais il fait son travail, il fait le travail quoi. Après à vous d'être précis avec, mais un beau petit fusil à pompe. Et après donc le fameux Space 12. euh, alors là en fait on a eu le droit à un Space 12 qui contrairement à celui de NW2 n'avait pas une portée très élevée. Donc vous ne pouviez pas avoir les adversaires s'ils étaient vraiment un petit peu éloignés. Mais par contre, il avait une cadence très élevée. Vous pouviez enchaîner les coups par coup très rapidement. Et du coup, combiné avec le silencieux, si vous étiez malin dans vos déplacements et que vous arriviez à surprendre un peu vos adversaires dans des angles, juste après une porte, ce genre de choses, et bien là, vous pouviez vraiment vous faire très plaisir. Et c'est ce qui a fait de ce fameux Space 12 sa légende sur Black Ops 2, pardon, sur Black Ops 1. Et puis qui plus est avec un joli petit camouflage en or qui rendait très bien dessus aussi. Ouais. Donc Space 12, si vous vouliez un petit peu du challenge, vous le preniez et vraiment ça pouvait donner lieu à des super parties. Je voudrais parler de la catégorie des snipers aussi, je vais commencer par le sniper du jeu, pour ceux qui aimaient jouer au coup par coup, qui était le L96A1. Alors, bah, ce sniper, il était assez rustique, assez robuste comme ça dans son design, dans ses lignes. Il était fait principalement de bois avec, je sais pas si on peut parler pas d'une carrosserie, mais voilà, vous aurez compris, un- il était vraiment, ouais, avec une espèce de métal autour, du bois comme ça, et il dégageait, voilà, il dégageait un sentiment de puissance. Euh, il suffisait d'ailleurs que vous tiriez avec et vous vous rendiez compte vraiment du bruit que ça faisait. C'était, waouh, c'est même encore aujourd'hui, ça fait partie des snipers qui ont un des bruits les plus impressionnants. Est-ce que c'est le plus agréable à l'écoute? Ça c'est autre chose, mais vraiment il dégageait enfin c'était, je pense que si vous étiez en face, vous n'aviez pas envie de vous prendre une balle de L96. C'était waouh, avec un recul qui, par contre, était assez conséquent aussi, le recul, à l'image de son bruit. Euh, donc c'était le sniper à utiliser si on voulait jouer au coup par coup, avec d'ailleurs une efficacité vraiment bah, qui allait avec sa puissance. Hein. On tapait pas beaucoup de hit marqueurs avec, à condition d'être un minimum précis. Donc quand je dis minimum précis, c'est viser au moins, on va dire, la partie à partir du torse. Et puis évidemment, plus vous montiez, plus c'était, voilà, si vous tapez un headshot, c'est sûr que bon, c'est le top du top. Mais à partir, on va dire, oui, le torse, voire même un petit peu en dessous, abdominaux ou autre, euh, en général, c'était le kill assuré. Donc vraiment pas trop de hit marker. Mais on payait cette efficacité au prix d'une précision qui d'ailleurs à l'époque avait fait débat. Parce qu'en fait, il suffisait que vous commenciez à peine à viser avec, et aussitôt le viseur vraiment, le viseur oscillait. Voilà. Le viseur il oscillait, c'est-à-dire que il était vraiment pas stable. Et il fallait vraiment. Bah alors après, du coup, bah, c'était à nous aussi de s'améliorer. Ça nous donnait euh, de la. Comment dire? Ça nous donnait. Voilà, j'aime bien ce mot, mais c'est ça. C'était un challenge en fait. Il fallait retrousser ses manches et faire face à cette difficulté, faire avec. Et puis bon, une fois qu'on y arrivait, eh ben, on se démarquait un peu des autres et puis on arrivait à faire quelque chose qui sortait du lot. Et finalement, voilà, c'est aussi ce qu'on recherche dans un jeu. Donc, il fallait vraiment, par exemple, essayer de faire des beaux quickscopes, voilà, pour éviter que le viseur ne bouge de trop. Enfin, voilà. Et 96, un joli petit snipe. Et puis ensuite, on avait le PSG1 qui lui était, et qui je trouve,
n'a pas eu la réputation qu'il aurait dû avoir. Et personnellement, c'est un peu une arme coup de cœur. Parce que il avait une belle efficacité. Vous pouvez faire des one-shots en visant, sans viser forcément la tête. Et puis à la fois, il avait une belle cadence et voilà, un joli petit sniper aussi. Et ensuite, on avait le Dragunov et puis le Bois 2000. Voilà, des armes qui revenaient souvent sur les premiers Call of de la série. Hum, je pense avoir fait le tour des grandes armes et j'ai quand même envie de faire un petit passage là, de vous décrire un peu des armes qui ont été amenées par Treyarch et qui ont fait un petit peu l'originalité de ce jeu. C'était notamment le couteau balistique, donc arme qu'on avait droit, à laquelle on avait droit pour la première fois sur Call of Duty. Donc c'est un peu l'équivalent d'un couteau de lancer, mais comme son nom l'indique, c'est balistique, c'est-à-dire que c'est un peu le système d'une arme, d'une vraie arme avec j'imagine, une espèce de ressort, enfin, en tout cas quelque chose qui va propulser la lame du couteau et qui du coup donnait des trajectoires assez originales pour un lancer de couteau en fait. Ça se distinguait bien des couteaux des classiques couteaux de lancer. Et puis voilà, c'était nouveau, donc GG à Treyarch pour ça parce que très sympa à utiliser les couteaux balistiques. Et c'était une arme secondaire. Voilà, donc vous pouviez la remplacer enfin, par exemple, vous pouviez ne pas prendre de pistolet et avoir un couteau balistique. Et autre arme originale comme ça dans les armes secondaires qui ont fait la légende de BO1, puisqu'il s'agissait enfin, je pense là à l'arbalète qui, sauf erreur de ma part, faisait son apparition pour la première fois dans un Call of Duty. Et arbalète, eh bien écoutez, à vous d'être précis avec, hein, c'est sûr que c'était pas évident, mais avec ces fameuses flèches explosives en plus, euh, vous pouviez vraiment, euh, vous pouviez vraiment faire des kills originaux et bon évidemment vous n'alliez pas rusher avec cette arme, mais c'était des sensations nouvelles et vraiment agréable et c'est un peu à l'image des couteaux de lancer quoi. Mais c'est un compromis entre le couteau de lancer et une arme une arme on va dire à feu plus classique. Donc là encore je mettrais un pouce bleu si on pourrait dire ça à Treyarch et à Black Ops 1 pour son originalité. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des armes principales en tout cas. Alors, bon, dans les armes, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, quand même, je voulais quand même vous parler du Tomahawk. Sans rentrer dans les détails, simplement, c'est un couteau de lancer, mais revisité, hein. Donc le Tomahawk, c'est une espèce c'est une hachette en fait, une mini hache, qui a été utilisée dans les tribus indiennes en gros. Et là aussi, c'était assez sympa à faire. Et puis bon, quand vous arriviez à toucher quelqu'un avec ça, ça faisait son petit effet avec le petit bruit du hitmarker qui allait bien avec ça. Vraiment un délice. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'était pour ce qui est du Tomahawk. Et il faut faire un petit maintenant. Il faut vous parler comment dire, des killstreaks. Parce que là encore, Treyarch a réussi à innover. Pour ce qui est du fameux avion de reconnaissance, on avait le droit à... C'était, oui, c'est une espèce de drone ou avion de reconnaissance qui était assez original, hein, parce que sur les Call of précédents, c'était plus moderne, quoi. Euh, donc vous le débloquiez au bout de 3 kills. Euh, on avait le droit à une... alors là, j'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'était la première fois qu'on avait le droit aux tourelles anti-aériennes, qui étaient redoutables, mais pas souvent utilisées par les joueurs, mais vraiment génial parce que vous la mettiez là, vous la plantiez n'importe où, un peu à l'écart pour pas qu'elle soit tout de suite explosée par quelqu'un, et puis bah
Ça défonçait tous les killstreaks aériens, que ce soit le drone, les hélicos. Donc vraiment génial, la tourelle antiaérienne. On avait le droit à un classique bombardement au bout de 8 kills. Euh, donc ça, enfin, c'est pas l'originalité même, on va dire. Mais par contre, ce qu'il était un peu plus, c'était la frappe de napalm, qui était quelque chose qui a été créé à peu près à cette période de guerre froide, voire à la fin de Deuxième Guerre mondiale, mais qui vraiment a fait comment dire, qui a été popularisé, si on peut dire ça comme ça, dans tout ce conflit de guerre du Vietnam. D'ailleurs, on la retrouve souvent dans les films, les plus grands films du cinéma qui traitent, enfin qui sont dans un contexte de guerre, quoi, du Vietnam et autres. Donc la frappe de napalm, bon, c'était pas d'une efficacité redoutable, mais c'était original encore une fois. Donc très sympathique. Et euh, un killstreak dont j'ai envie de vous parler, on avait un petit peu évoqué tout à l'heure, qui était donc pour le coup, non seulement qui était original, qui était une création de Treyarch, mais qui en plus de ça était redoutable. Alors vous l'aurez peut-être deviné, c'était le fameux Blackbird. Donc le Blackbird, qu'on appelait aussi le SR-71, et qui par la suite a donné lieu à la station orbitale sur Black Ops 2, qui en gros vous donnait la position de vos ennemis sur la minimap en continu. Non seulement la position, mais aussi la direction, avec des petits triangles qui indiquaient donc cette direction de vos adversaires. Des petits triangles qui étaient, comment dire, représentés, enfin, on les voyait très bien parce qu'en fait, ils étaient tout rouges. Euh, donc, en plus de vous donner des indices sur la position des ennemis, ils étaient vraiment, voilà, vous jetiez un petit coup d'œil en haut de la map, sur la minimap, en haut à gauche, et en un clin d'œil, c'est qu'à de le dire, vous pouviez vraiment anticiper les déplacements ennemis. Et alors avec ça, après, donc, bon, fallait quand même avoir, c'était pas donné puisqu'il fallait réussir 8 kills pour l'obtenir. Mais si vous la débloquiez, bon bah là ensuite, le travail était presque fait pour enchaîner sur euh, le Yui et puis ensuite les chiens. Puis donc puisque j'en parle, alors le Yui, il se débloquait à 9 kills consécutifs. Et il s'agissait en fait j'ai jamais su si on disait le Yui ou le Yumi, mais bon, vous l'aurez reconnu. Et cet hélico, vous incarniez en fait un artilleur dedans. Donc vous étiez aux commandes d'une tourelle. Et alors là, c'était un vrai massacre. Il durait un certain temps et vous aviez pas à diriger l'hélico. Vous aviez simplement à vous occuper de la tourelle et à ajuster vos adversaires. Donc vraiment, par exemple, si vous êtes sur Firing Range, où les toits sont à moitié esquintés et vraiment vous donnent une ouverture sur l'ennemi, ou encore sur Nuketown, pareil, avec les respawns là comme ça, où les adversaires n'ont même pas le temps d'aller se mettre à l'abri. Alors là, vous faisiez vraiment un véritable massacre. En plus de ça, vos adversaires étaient entourés d'un cercle, non pas un cercle, mais une espèce de losange rouge. Donc vraiment un régal. Et à 11 kills, vous pouviez débloquer donc le Yomi, donc je vous le disais, hein, c'est original, encore une fois, c'est Treyarch qui l'a créé, d'incarner un hélicoptère comme ça. Et ensuite, autre originalité, c'est les chiens qu'on avait déjà eu le droit, le bonheur d'avoir sur World at War, et qu'on avait le plaisir à retrouver sur Black Ops 1. Il fallait donc là, par contre, il fallait les mériter un peu plus, parce que c'était pas 7, mais 11 kills. Mais par contre, on en avait vraiment beaucoup plus. Il restait un certain temps sur la map, dans la partie. Et c'était pas évident de. Enfin, vous pouviez les abattre hein, si vous étiez dans le mauvais camp pour le coup. Mais comme ils venaient vraiment de toutes les directions, c'était assez. Enfin, on pouvait quand même se faire avoir, même en étant un joueur averti et expérimenté. Voilà, les chiens, ça valait vraiment le coup de les débloquer. Et puis, ne serait-ce que pour voir ce petit logo qui représentait l'emblème du chien en haut de son écran quand on avait le bonheur de les avoir, bah, c'était un vrai plaisir. Et le dernier killstreak dont je vais vous parler,
C'était donc le Hind, qui était pour le coup un hélicoptère qui n'était pas évident à manier. Il n'était pas évident parce que là, vous deviez à la fois ajuster la direction du pilote, en gros, et puis ensuite viser avec les tourelles, et puis vous pouviez en plus de ça balancer des micro-missiles, là, donc c'était un kill streak assez impressionnant et qui était bien vu de la part de Triarch, donc de Triarch qui, on le voit bien en relatant là tous ces killstreaks, on voit que ils avaient pour but de mettre en avant et de faire hommage faire honneur aux hélicos. Et franchement, moi, c'était pour mon plus grand plaisir en ce qui me concerne, parce que ça changeait des avions AC-130 et autres, et vraiment hélicoptère original et pas souvent représenté dans les jeux, donc très sympa. Donc voilà, pour ce qui est des killstreaks, hein, on avait donc des killstreaks étalés sur 11 rangs, hein, donc enfin, en gros, vous pouviez faire jusqu'à 11 kills pour les débloquer, et après, ça s'arrêtait à 11 kills, contrairement à MW2 où ça allait plus loin. Donc c'était plus du basique, plus du classique, on va dire, mais bon, voilà, c'est du Treyarch, quoi, donc ça changeait de ce qu'on avait avant. Et maintenant qu'on a un petit peu évoqué le côté un peu pratique, je voulais quand même signaler que c'était un jeu avec des déplacements assez qui se démarquaient un petit peu de ce qu'on avait avant parce que ils étaient assez lourds en fait. C'était un gameplay assez lourd, assez presque lent, euh, mais qui à la fois, comment dire, c'était assez déstabilisant pour l'époque parce que c'était beaucoup moins dynamique que du MW2. Par exemple, vous preniez un fusil d'assaut, si vous visiez en même temps en appuyant L1, si vous vous déplaciez de gauche à droite, vous ressentiez vraiment la lenteur. Ça, y a pas de souci là-dessus. Et pareil, si vous visiez avec vos armes, c'était des armes avec un certain recul. Donc, fallait quand même être assez précis. Fallait être un peu presque fallait, avec sa gâchette, fallait y aller au coup par coup parfois. Donc, ça offre vraiment des sensations c'est ce qu'on recherche quand même, parce que si c'est trop simple, on a vite fait le tour. Et dans cette lignée-là, la durée de vie, c'est-à-dire le temps que vous deviez mettre pour éliminer un joueur en face, donc la durée de vie donc, elle était assez conséquente. Elle était plus longue quand même que ce qu'on avait chez Infinity Ward. Et pareil, ça donnait des duels intéressants parce que si un adversaire vous voyez avant, il suffisait que cet adversaire soit moins adroit que vous, moins précis, et vous pouviez vous rattraper en quelque sorte, puisque l'adversaire n'a pas le temps de vous abattre en un millième de seconde, et c'est après à celui qui sera le meilleur son utilisation des joysticks et de la manette, et en fait, voilà, donc, enfin, la durée de vie, c'était un atout de Black Ops 1 finalement parce qu'elle était un peu plus longue que ce qu'on a eu le droit sur les autres jeux jusque-là. Et même après, on se rend compte, même en Black Ops 2, j'en parle même pas, c'était la durée de vie, je crois, la plus longue qu'on a eue sur les jeux de Call of. Et, euh, et voilà, et ça se complétait un peu avec des Modern Warfare. Donc, très intéressante cette durée de vie. Et puis pareil, le bruit des hitmarkers était aussi joli, et il changeait de ce qu'on avait alors sur MW2. Euh, les annonceurs, les voix des annonceurs, quand vous débloquez des killstreaks, quand vous lanciez la partie, quand vous la terminiez, quand un drone était déclenché par un ennemi, enfin pour vous avertir, elles étaient vraiment très charismatiques. Aussi bien alors en français et en version originale, donc en anglais, euh, j'en parle même pas, elles étaient tout aussi pleines de caractère, enfin c'était très ça vous plongeait dans l'ambiance et on avait même droit à des annonceurs comme, je sais pas si je vous l'apprends, on avait Ice Cube, rappeur américain très célèbre, qui faisait comment dire, qui faisait la voix pour certaines maps, dont Jungle ou encore Hanoi. Et vraiment, c'est un plaisir à réécouter maintenant Ice Cube et puis les autres.
Et en plus de ça, Triarch avait eu la bonne idée de faire comme si, en gros, on va dire le général qui vous parlait, on sentait que la voix était un peu travaillée pour faire comme s'il vous parlait dans une espèce de radio un peu old school, comme ça, un peu années 60, et avec un timbre un petit peu, comment dire, comme si, un peu comme dans une radio où ça grésille, limite ça grésille, la qualité de la voix, elle est un peu à l'arrache comme ça, mais ça donne ça donne un grain, voilà, ça donne un grain et un ton aux voix des annonceurs qui était pareil, quoi, qui fait le charisme d'un jeu et moi, des fois je me lance enfin, j'ai presque autant de plaisir comme ça à entendre un peu l'ambiance du jeu au niveau des sons que au niveau des sensations de gameplay en elles-mêmes, quoi. Ouais, vraiment, les voix des annonceurs, c'était génial. Et pareil, tout l'affichage à l'écran pour débloquer quand vous débloquiez vos killstreaks avec les petits logos qui étaient représentés du l'avion espion. Enfin, tous les killstreaks étaient dessinés un peu et on les voyait à l'écran. L'avion espion, le mini RCXD là avec ce fameux petit véhicule motorisé, un peu comme une voiture télécommandée avec bourré d'explosifs qui comment dire, c'était un peu le petit killstreak coup de cœur de ce Black Ops 1. Et donc je vous disais, ouais, comment dire, cette ambiance visuelle, voilà, était très jolie et comment dire, on l'a remarqué bien à l'écran avec des couleurs assez qui popaient, enfin assez clinquantes, mais juste ce qu'il fallait. Et on avait le droit aussi à ça sur MW2, mais encore une fois, c'était un peu différent. Donc, bien joué à Treyarch pour cette originalité, encore une fois. Donc, bah écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour voilà, de tout ce qui a fait l'histoire de Black Ops 1. En tout cas, pour ce qui est du mode multijoueur. Je réfléchis si je ne suis pas passé à côté d'autres choses, mais oui, dans l'ensemble, je vous ai parlé un peu de ce dont j'avais envie de vous parler. Je rajouterai quand même que les camouflages en or, il fallait comment dire? Il fallait passer les 15 prestiges pour les avoir, ce qui était assez laborieux, mais euh, pour le coup, quand vous les aviez, vous étiez vraiment, ça vous procurait vraiment un immense plaisir. Bon, du coup, vous l'aurez compris, les prestiges, il y en avait donc 15. Euh, la musique du menu principal, donc sans rentrer dans les détails, mais c'était une musique à la hauteur des précédents, enfin de Code 4, de MW2, c'est-à-dire qu'elle était vraiment une jolie musique. C'est le genre de son qui vous, comment dire, déjà à l'époque vous avez plaisir à l'entendre, mais vous laissez passer quelques années et je veux dire, vous la réécoutez et tout de suite c'est la nostalgie qui l'emporte et tout de suite c'est le genre elle est juste elle est prenante juste ce qu'il faut pour vous vraiment vous fermer les yeux et tous les souvenirs reviennent. C'est du bonheur à l'état pur, tout simplement. D'ailleurs, je vous invite à la réécouter hein, si l'envie vous en dit. Alors pour finir, je voudrais quand même évoquer rapidement, alors bon, le mode histoire. Donc vous l'aurez compris dans mes podcasts, je rentre pas trop dans le détail des modes histoire, mais je veux dire, si on devait donner une note sur 10, c'est du 10, c'est du 11 sur 10 même. C'est les premiers Call of Duty, je veux dire, les modes campagne, ils sont vraiment légendaires et ils ont en plus le mérite de donner ensuite toute l'ambiance au jeu parce que dans les modes campagne, donc comme c'est le cas dans Black Ops, vous retrouvez toutes les maps ensuite du mode multijoueur. Euh, avec ce fameux des personnages légendaires comme Mason. Quand vous arriviez dans le menu principal, vous étiez attaché avec Mason d'ailleurs
Et enfin, rien que vous citez cette image, ça vous replonge, je pense, un peu dans le mode histoire qui, en gros, était presque, je sais pas si on peut dire le mot psychédélique, mais il vous retournait un peu le cerveau, ce mode histoire. Avec des flashbacks, avec des passages un peu presque de torture, avec des presque un peu comme un film un peu de guerre qui vous marque et j'ai presque envie de dire à déconseiller aux plus jeunes quoi parce que vraiment un jeu qui presque vous fait réfléchir après sur enfin on dit que les jeux vidéo on critique parfois les jeux en disant que c'est un peu bébête mais on peut même apprendre vraiment beaucoup et puis ça peut même vous donner des vocations après pour apprendre plus sur l'histoire enfin c'est vraiment très intéressant et bon, en plus, la guerre froide, c'est une période historique qui a marqué le XXe siècle et Treyarch a eu le mérite comment dire, de choisir ce contexte pour son jeu et l'a vraiment très bien illustré et très bien représenté. Alors, donc j'en dis pas plus sur le mode histoire, mais vous l'aurez compris, il est vraiment génial. Et par contre, quand même, il faut dire un mot sur le mode zombie. Donc le mode zombie, c'est pas le premier Call of où on y a droit, mais on va dire que sur World at War, hormis la map d'Air Rise, euh, je veux dire, il y a, oui, je crois que c'était d'Air Rise, enfin la map d'Air Rise ou, je dis peut-être une bêtise, mais la première map sur World at War qui a donné lieu au mode zombie, et ensuite on y a droit pour la deuxième fois sur Black Ops 1. Et donc, je ne suis pas un énorme spécialiste, donc je vais pas vous parler de toutes les maps en DLC. Je sais qu'il y avait la map Moon, la map. Alors, je crois donc justement, je disais Dare Rise parce que je crois que c'est plutôt dans Black Ops 1 qu'on y a le droit. Ah oui, voilà. World at War, c'était Natch Dare Untoten. Voilà. Et Dare Rise, c'est une map DLC de Black Ops 1 où on est dans un château en Allemagne, si je me trompe pas. Donc, une map légendaire aussi. Mais je pense qu'il faut s'attarder là sur la map principale du jeu qui était Kino der Toten. Donc cette map, enfin, c'est incroyable. Quand on y repense, on avait eu le droit à trois modes de jeu qui étaient tous. On pouvait passer autant de temps sur l'un que sur l'autre. Moi, j'étais pas un adepte. Si, j'aimais beaucoup le zombie, mais j'étais un gros fan du multi. Et parfois, comment dire? Fallait presque que j'aurais pu faire vraiment toutes mes heures de jeu sur le multi, mais je me disais, c'est pas possible, le zombie, il est vraiment génial, il faut quand même que j'y aille, et à chaque fois, je regrettais vraiment pas. Surtout si vous jouiez un peu en soirée, comme ça, un peu la nuit, vous mettez pour un peu que vous aviez le casque et que vous parliez avec vos potes, vraiment, c'était juste génial, quoi, avec cette fameuse musique. Et ce menu qui passait dans un rouge un peu sang comme ça, un peu enflammé, j'ai envie de dire. Rien que ça vous plonge dans l'ambiance. Et le mode zombie, c'est vraiment un jeu, vous y jouez, vous oubliez tout ce qu'il y a dans votre quotidien, tous vos tracas du quotidien, vous les oubliez. Et je veux dire, à la fin, moi je connais pas d'autres jeux ou même un film au cinéma qui vous déconnecte un peu comme ça le temps d'une ou deux, trois heures de jeu pour les plus aguerris. Et je vous disais, il vous plonge dans cette ambiance et vous oubliez tout le reste, quoi. Et il n'y a même pas besoin d'être un joueur, un boss du gaming pour se régaler, quoi. En plus, vous avez vos potes qui peuvent vous aider. Et, euh, et le mode zombie, à ce moment-là, il a été vraiment encore plus... Enfin, il a fait son heure de gloire grâce à Kindertoten. Et les fameux zombies nazis, hein, avec leurs brassards, avec la croix gammée, puis le château, là, enfin non, le château, l'espèce de théâtre dans lequel se déroule cette map, enfin, le contexte de cette map, qui d'ailleurs, c'est une espèce de théâtre qui a vraiment existé,
Et la légende dit que comment dire, Hitler aurait même pu être, enfin, il y a eu, je crois, des tentatives peut-être d'attentats contre Hitler et il aurait même presque pu être abattu ou en tout cas éliminé dans un théâtre allemand comme ça. Et si vous voulez en savoir plus, le film Inglorious Bastard de Quentin Tarantino en 2009 avec Brad Pitt, très bon film, assez original sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait dans ce film on retrouve la map Kino der Toten, enfin le théâtre de la map. Et dans le mode zombie, on a droit aussi à quatre personnages charismatiques avec des voix off vraiment, mais de légende, avec, je veux dire, les doubleurs des personnages du mode zombie. Euh, Vraiment un gros coup de chapeau à eux parce que. Et puis les répliques qui vont avec, enfin, vous étiez vraiment mort de rire, quoi. Pour ne pas rire, pour ne pas rigoler aux répliques qu'il lâchait à ce moment-là, faut vraiment. C'est pas possible. Je veux dire, il y avait le docteur Richthofen avec son esprit un peu de pervers, docteur un peu nazi pervers, où vous étiez mort de rire. Euh, et puis, enfin, même les autres personnages, celui là, un peu l'espèce de, pas, je le dis pas méchamment, mais je veux dire l'espèce d'ivrogne, soldat américain marqué par la guerre, qui était, on le devine, un buveur acharné, qui, pareil, il rôtait, enfin, c'était. Je pense que j'enregistrerai quelques passages et je vous les repasserai parce que c'est vraiment génial. Donc voilà, pour le mode zombie, et puis comment on appelait ça, les Easter eggs avec donc des espèces de petits, des petites énigmes à faire un peu cachées quand vous appuyez là sur les petites météores qui débloquaient la fameuse musique, qui était vraiment géniale aussi. Enfin, voilà, vraiment, le mode zombie, c'est à partir de là, ça a presque pu être un jeu à part entière. Vraiment, on avait la chance avec Call of d'avoir quand même presque au moins deux jeux, si ce n'est trois jeux en un. Rien à dire. Enfin, le mode campagne, on le finit quand même rapidement. Donc, à part de le refaire de temps en temps, on va pas y passer des années. Mais un multi euh, plus un mode zombie, enfin, rien qu'en soit, vous passez, vous pouvez passer des années à jouer là-dessus. C'est vraiment génial. Et comment? Par rapport au multi, je voudrais quand même signaler deux trois modes de jeu qui étaient nouveaux et innovants pour l'époque et où là encore une fois on peut remercier Treyarch. C'était les modes où on appelle ça les matchs à Paris, pas Paris la ville, mais Paris dans le sens quand on fait un pari. Donc vous alliez dans cette catégorie et là vous aviez le droit à des modes vraiment géniaux. Par exemple le mode caillou et bâton. Donc comme son nom l'indique, en fait vous aviez uniquement l'arbalète et les couteaux de lancer. Donc bah après à vous de vous débrouiller avec ça et c'était vraiment génial quoi, ça pétait de partout, c'était vraiment super. On avait le mode jeu d'armes, mythique aussi et apporté par Treyarch sur ce Black Ops 1, où en fait ça consistait à enchaîner les kills et au fur et à mesure que vous enchaîniez, vous changiez d'arme automatiquement. Donc vous commenciez par exemple avec un petit pistolet, et puis ensuite vous passiez à des armes diverses et variées. Donc c'est très original. Et en fait, donc après vous aviez le droit à un lance-grenade, une arbalète, un fusil à pompe. Enfin, je veux dire, il fallait vraiment être. C'est le mode de jeu qui peut vous faire progresser, ça c'est clair. Et le but c'était d'aller le plus vite, enfin d'enchaîner le plus vite possible pour terminer avec un kill à l'aide des couteaux balistiques. Et juste avant ça, vous aviez l'arbalète, si je me trompe pas. Et voilà, en fait, ça mettait du piquant et chacun, enfin, quand vous voyez en bas à gauche que l'adversaire
enfin, un de vos adversaires arrivait presque au but, au terme de la partie, euh, limite vous transpiriez, quoi. Vous aviez envie de finir avant l'autre. Et très très sympa comme mode de jeu, y a pas de souci, quoi. Et si je me trompe pas, c'est peut-être là sur Black Ops 1 aussi qu'on a le droit à la première fois au mode de jeu Sharp Shooter. C'est peut-être Black Ops 2, mais j'ai un doute. Où qu'en fait, vous aviez pendant 30 secondes une arme, admettons le lance-roquette, et tous les joueurs de la partie avaient la même arme. Et du coup, c'était vraiment rigolo parce que si tout le monde se retrouve avec un lance-roquette, et ben, je vous laisse imaginer le bordel que c'est, et c'est génial. Pareil, vous aviez sniper, bah, tout le monde pendant 30 secondes, only, only sniper, enfin, c'est vraiment des modes de jeu qui, voilà, vous vouliez vous changer un peu les idées et vous libérer un peu la tête du mode du MME, vous alliez là-dedans et c'était vraiment super. Et en plus, encore une fois, c'est une très bonne façon de progresser. Donc un gros coup de chapeau à Treyarch pour ces petits modes de jeu qui d'ailleurs par la suite ont perduré. Eh bien écoutez, chers passionnés de Call of, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur ce mythique Black Ops 1. Donc vous l'aurez compris, c'est un Call of Duty qui a réussi à relever le lourd défi de faire un Call of Duty, on va dire, à peu près aussi bien qu'MW2. Enfin, je veux dire, euh, on doutait beaucoup à l'époque de la capacité d'un jeu à être aussi bien qu'MW2, et puis à faire un peu différent aussi, parce que c'est ça qui était important. Et, euh, et Treyarch a réussi à relever ce lourd défi donc, en nous proposant un jeu à la fois innovant, qui complétait un peu MW2, avec un gameplay un peu plus lent, comme je vous l'ai expliqué, enfin, avec des petites touches d'originalité ici et là, en créant des maps qui sont devenues mythiques, avec un mode histoire et un scénario et une ambiance dans l'ensemble vraiment très charismatique et qui ont marqué les esprits. Et donc du coup, écoutez, je crois qu'on peut dire que avec le recul, hein, et je pense que là-dessus, je ne fais que dire une évidence, mais euh, Call, euh, Call of Duty et Treyarch en particulier a réussi à trouver euh, sa série de Call of Duty légendaire avec le nom Black Ops qui est apparu donc pour la première fois et qui n'a été que repris par la suite, à tel point qu'aujourd'hui encore, on a le droit à Black Ops 6 en 2025. Et écoutez, quand on entend ce nom de Black Ops, c'est aussi, je pense pas que vous me contredirez, c'est aussi mythique et charismatique que quand on dit MW et Modern Warfare. Et pour ça, vraiment, bah, chapeau à Treyarch, euh, vraiment mille merci, quoi. Et, euh, et si je devais dire, comment, enfin, si je devais faire un choix entre un Modern Warfare quel qu'il soit ou un Black Ops quel qu'il soit, écoutez, vraiment, je ne pourrais même pas faire un choix entre l'un et l'autre, euh, tant ce sont des jeux qui se complètent et qui apportent chacun, qui ont leur propre spécificité et qui sont vraiment très plaisants à jouer. Et, et nous, en tant que gamers, c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir, enfin, c'est une très bonne chose qu'on n'ait pas à choisir entre l'un et l'autre. Quoi de mieux que d'avoir deux jeux qui sont aussi bien l'un que l'autre. Vraiment, je ne dis pas qu'après chacun a ses préférences, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais si on regarde les choses avec objectivité, je pense que chacun sera d'accord pour dire que ces deux Call of sont vraiment de qualité et se valent dans l'ensemble. Voilà. Donc, euh, voilà, si je devais donner une note à Black Ops, pour moi, c'est du...
c'est du 10 sur 10, parce que vraiment, la perfection n'existe pas, mais je retiens vraiment que du plaisir sur ce super Black Ops. Et écoutez, même encore aujourd'hui, j'y joue régulièrement, et je suis pas le seul, hein, je vois qu'il y a encore plusieurs centaines de joueurs en continu qui sont là, qui continuent de jouer, et avec des joueurs qui découvrent le jeu, des joueurs niveau 1, et qui du coup, enfin, le jeu arrive même à convaincre aujourd'hui encore, alors même qu'on est à la PS5, il arrive à convaincre des nouveaux joueurs qui découvrent peut-être la licence de venir sur Black Ops, qui est sorti il y a 15 ans. Donc, je pense que c'est assez parlant et il n'y a pas besoin d'argumenter plus pour montrer que, ou plutôt pour démontrer hein, que Black Ops est un jeu de légende, au même titre que MW2. Voilà. Donc, écoutez, mes amis, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler de ce jeu, à faire donc mon troisième podcast consacré à l'histoire de Call of Duty et plus généralement aux jeux vidéo qui ont lancé un petit peu la PS3, enfin qui ont lancé un peu tout ce bonheur qu'on peut avoir à jouer au mode multijoueur. Et, euh, et j'espère que pour votre part, vous aurez plaisir à m'écouter vous parler de toute cette période, de tous ces superbes jeux. Et, euh, et voilà, je fais au mieux pour vous restituer un petit peu tout ce qui a fait la légende de Call of Duty. Et c'est pourquoi dans un éventuel, enfin je pense un prochain podcast, si l'envie m'en dit, et écoutez, je pense que ce sera le cas, de vous parler de ce qui est arrivé par la suite en fin 2011 avec un Call of Duty qui, sans vous en dire de trop, sans vous spoiler, comme on dit aujourd'hui, euh, qui pour moi est mon Call of Duty préféré, puisqu'il s'agit de Modern Warfare 3, et Call of Duty qui allait mettre tout le monde d'accord à l'époque, et qui vraiment a marqué l'année 2011-2012, et un jeu où Call of Duty est arrivé sur le toit du monde. Voilà. Donc écoutez, je vous en parlerai prochainement et j'espère que j'arriverai à y mettre autant de passion que j'ai pu en mettre dans mes premiers podcasts. Voilà, bah écoutez, bonne écoute à tous, euh, plein de bonnes choses à vous. J'espère que tout se passe bien pour vous au quotidien dans vos vies. Et voilà, prenez bien le temps d'écouter, même s'il faut en plusieurs fois, mes petits podcasts. Et, euh, et éventuellement aussi, comment dire, je ferai peut-être une petite compile des différents sons, effets sonores et musiques de Black Ops 1 peut-être, et puis de MW3, afin de vous replonger au mieux possible dans l'ambiance de ces jeux mythiques. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, salut tout le monde.